Oui, donc je vais vous proposer quelques réflexions et quelques interrogations concernant cette journée de résistance à l'égalité des sexes dans le système éducatif. À l'Éducation nationale, on est très préoccupé par les inégalités sociales d'éducation, et c'est tout à fait justifié. Ce qui l'est beaucoup moins, en revanche, c'est que l'on y est très peu préoccupé par les inégalités sexuées d'éducation. Il faut rappeler que l'introduction de la mixité s'est faite très tardivement. C'est la loi Haby, en 1975-16, qui met l'obligation de la mixité. Nous y reviendrons d'ailleurs. Et depuis cette introduction, on sait que les filles réussissent souvent mieux que les garçons à l'école. Mais je rappelle qu'il y a quand même aussi des garçons qui réussissent et des filles qui échouent. On n'en parle pas souvent. Mais cette meilleure réussite constatée dans les statistiques fait qu'on en arriverait presque à croire que, contrairement aux autres domaines de la société, l'égalité des sexes est atteinte à l'école et qu'il n'y a plus de problème pour les filles. Et bien, si tant est qu'il y aurait un problème, il concernerait plutôt les garçons. Je rappelle ce titre du Monde de l'éducation, « Il faut sauver les garçons ». Et pourtant, quand la recherche se penche d'une part sur les orientations scolaires et d'autre part sur la socialisation scolaire, elle découvre des inégalités fortes entre filles et garçons, et pas systématiquement au détriment des garçons, comme on a tendance à le croire parfois. Les responsables du système scolaire le savent bien, puisqu'ils publient régulièrement des textes qui enjoignent aux acteurs et actrices du système scolaire de se préoccuper de l'égalité des sexes, c'est-à-dire d'y éduquer leurs filles, leurs élèves, filles et garçons. Car la mixité, quand elle existe, il faut encore rappeler qu'il existe encore des filières non mixtes dans le système scolaire, cette mixité, c'est une coexistence plutôt qu'une coéducation. La mixité, en effet, n'assure pas d'elle-même l'égalité des sexes. Si elle est la condition nécessaire de cette égalité, elle n'en est pas pour autant la condition suffisante. Car l'égalité des sexes ne va pas de soi, elle est à faire, elle est à construire dans le système scolaire comme ailleurs, et c'est pourquoi elle suppose une éducation à l'égalité chez les enfants et les élèves jeunes. Le dernier texte officiel, Convention pour l'égalité entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes, c'est comme ça. Les femmes et les hommes, pardon. Dans le système éducatif, a été publié au bulletin officiel en février 2007. Je cite. « Aujourd'hui, les femmes poursuivent des scolarités jusqu'au plus haut niveau de formation. Elles représentent près de la moitié de la population active et accèdent à des métiers et des niveaux hiérarchiques longtemps réservés aux hommes. Toutefois, force est de constater la persistance de difficultés rencontrées par les femmes dans leur trajectoire professionnelle. » Et là, suit une énumération sur laquelle je ne vais pas revenir, car elle traite exactement les questions que nous avons traitées la semaine dernière sur les thématiques du travail et de l'emploi. Mais je continue. On revient au système scolaire. En amont, au niveau des projets et des choix professionnels, on observe que des filières fortement sexuées se maintiennent. En définitive, elles ne permettent pas plus aux garçons qu'aux filles d'effectuer un véritable choix. En effet, si pour certaines filles privilégiées, la mixité peut bien s'analyser comme un réel progrès dans l'acquisition de diplômes qui leur donnent des armes pour conquérir des emplois et par là plus de liberté et d'égalité, beaucoup d'autres filles dans d'autres milieux sociaux ne peuvent pas disposer de ces armes, que l'école ne leur fournit pas, et c'est pourquoi elles renoncent à affronter les formes de mixité sauvages qui règnent encore dans un certain nombre d'établissements, en particulier techniques ou professionnels, ce qu'après on leur reprochera en disant qu'elles choisissent des filières étiquetées féminines sans débouché. Mais il est aussi intéressant que ce texte souligne que la diversification des choix ne concerne pas, comme on le croit souvent là encore, seulement les filles, mais aussi les garçons. Car eux aussi sont victimes de prédétermination sociale et d'effets d'étiquetage qui ne leur laissent guère de choix véritables. Mais il faut aller plus loin. En amont, il n'y a pas seulement les processus d'orientation évoqués par ce texte. Plus en amont encore, la recherche en sciences de l'éducation a montré que la socialisation et les apprentissages scolaires eux-mêmes sont producteurs d'inégalités de sexe
et que le système scolaire n'est en définitive pas plus égalitaire que les autres champs du social, non seulement la famille, auquel on renvoie souvent, mais le travail et la politique, non seulement, mais aussi, comme on le verra dans les prochaines séances, le sport et le monde intellectuel, la culture. Et on a pu montrer que cette inégalité est produite dans le système scolaire lui-même par les pratiques des personnels et aussi dans les programmes scolaires où les femmes tiennent souvent une place très secondaire quand elles ne sont pas complètement invisibles. Mais dans l'éducation nationale, ces recherches sont peu diffusées et peu connues. Pour autant, cette convention interministérielle, comme la précédente d'ailleurs datant de 2000, est un bon texte. Elle prend en compte certains acquis de recherche. Elle aborde nombre de domaines du champ éducatif où la production de ces inégalités a été mise en évidence, outre l'orientation, les programmes, les pratiques des personnels, leur formation, et elle affirme que l'éducation à la citoyenneté doit inclure l'éducation à l'égalité des sexes des élèves, aussi bien pour les garçons que pour les filles, car il faut cesser de croire que les inégalités sont le problème des filles. Pourquoi alors ces textes sont-ils si peu appliqués ? Pourquoi ces textes sont-ils même si peu connus des personnels ? Sans doute, au point de vue politique, on n'en est plus au stade de la société où les différences étaient prises en compte comme fondement d'un ordre politique et social. Aujourd'hui, c'est le principe de l'égalité formelle qui domine le monde politique français et son modèle. Et le sexe a rejoint l'ensemble des autres déterminations sociales pour la mise en œuvre du principe juridique de l'égalité formelle, puisqu'il n'est plus une raison pour priver les femmes de leurs droits, en particulier du droit de vote. Il n'y a pas si longtemps, cependant. La mixité scolaire est la concrétisation à l'école de ce principe d'égalité formelle, comme droit égal d'accès de toutes et tous à tous les savoirs. Mais aussi, elle s'y est traduite par le principe de laïcité, qui prescrit de ne pas faire de différence entre les élèves et de faire abstraction de toutes les différences sociales, y compris le sexe. Mais le principe de l'égalité des sexes n'est qu'un principe dans le droit français, mais aussi d'ailleurs, finalement, dans le droit européen, où on parle aussi, le plus souvent, d'égalité des chances. Autrement dit, du point de vue du droit, une chose est l'affirmation d'un principe d'égalité des sexes, autre chose serait l'affirmation d'un droit à l'égalité entre femmes et hommes, entre filles et garçons, qui supposerait sa mise en œuvre concrète dans tous les domaines de la société. C'est pourquoi, malgré ce principe d'égalité formelle, des rapports sociaux de sexe inégaux organisent toujours l'ensemble des champs du social, y compris le champ scolaire. Et ils occultent toute réflexion sur les conditions de réalisation d'une égalité effective, dans ce champ peut-être encore plus que dans les autres, où l'on a tendance à préférer parler de différence plutôt que d'inégalité, ce qui est une manière d'occulter ces inégalités. On pourrait dire que les résistances à l'égalité des sexes y sont d'autant plus fortes qu'elles y sont plus occultées. D'où les questions qu'on va se poser cet après-midi. Le pouvoir politique ne se dédouane-t-il pas en publiant des textes dont il sait qu'ils auront peu d'application concrète ? Comme entre les deux guerres, l'Assemblée nationale votait le droit de vote des femmes parce que les députés savaient que la loi serait ensuite repoussée au Sénat. Pourtant, ces textes existent. D'où vient qu'ils ne sont pas appliqués ? Pourquoi les personnels de l'éducation nationale ne s'en emparent-ils pas ? Est-ce seulement qu'ils ne les connaissent pas ? Y a-t-il des résistances à cette application ? Et si oui, d'où viennent-elles ? Qui résiste ? La haute fonction publique ? Administration centrale, recteurs et rectrices, inspecteurs et inspectrices généraux et pédagogiques, les formateurs, formatrices des IUFM, les chefs et chefs d'établissement, les enseignants, les enseignantes à tous les niveaux de l'enseignement. Par exemple, on parle beaucoup de professionnalité enseignante depuis quelques années. Une minorité d'enseignants et d'enseignantes très actives considère bien que l'éducation à l'égalité des sexes fait partie de cette professionnalité. Et elles et ils font des choses très intéressantes en ce sens. Pourquoi la plupart des autres ne voient-ils pas les choses de cette façon ?
Et ne peut-on pas dire la même chose des autres corps de l'éducation nationale? Les conseillères, conseillers d'éducation, les conseillères, conseillers d'orientation psychologue, les infirmières, je dis plutôt parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infirmiers scolaires, les assistantes, les assistants sociaux qui sont dans les établissements scolaires. Un autre élément de résistance qui se trouve aussi dans le langage. Beaucoup résistent à la féminisation des noms de métiers et de fonctions. Quand on est directrice d'école maternelle, on est directrice. Mais quand on est directrice d'un IUFM, on souhaite être directeur. Un exemple parmi tant d'autres. Le Conseil régional a publié une très belle brochure sur son action pour les lycées de la région. Et en effet, le Conseil régional fait beaucoup de choses pour les lycées de la région. Mais la brochure s'intitule « Guide des lycéens ». Quand en viendra-t-on à ne pas oublier les lycéennes et à cesser de dire que le masculin l'emporte sur le féminin? Pourquoi ne pas écrire lycéens et lycéennes, ou mieux encore d'ailleurs par ordre alphabétique, lycéennes et lycéens? Qui résiste donc? Mais aussi comment se manifestent ces résistances? Telles sont les questions auxquelles nos participantes et participants des tables rondes de cet après-midi vont être invités à répondre. Qui résiste donc, mais aussi comment se manifestent ces résistances? Telles sont les questions auxquelles ils devront répondre.